Dans la vallée verdoyante de Ngolu, nichée entre les collines rouges et les rivières chantantes, le temps semblait s'être arrêté. Là-bas, les anciens transmettaient encore leur savoir au rythme des tambours et des étoiles. Les hommes travaillaient la terre avec ferveur, les femmes tissaient des histoires dans les feuilles de bananier, et les enfants jouaient à l'ombre des baobabs géants. C'était un lieu de paix, de rite et de respect, jusqu'au jour où la poussière souleva une silhouette venue d'ailleurs. Elle s'appelait Maï. Personne ne savait d'où elle venait. Certains disaient qu'elle était née au bord du fleuve Doulou, d'autres juraient qu'elle avait été chassée par les esprits des montagnes. Ce qui était certain, c'est qu'elle avait les yeux d'une nuit sans lune et la démarche d'une reine exilée. Sa beauté surpassait celle des filles du village, mais son silence en disait long. Une histoire se cachait derrière chaque geste. Très vite, les hommes du village furent troublés. Maï ne parlait pas, mais elle regardait, et dans ses regards, il y avait quelque chose qui appelait. Les époux oubliaient leurs serments, les sages leurs prières, les guerriers leur fierté. Elle ne séduisait pas avec des mots, sa présence seule suffisait. Le village, jadis uni comme les branches d'un même arbre, commença à se fissurer. Mais dans ce monde où même les étoiles racontent des secrets, un jeune homme allait découvrir que derrière la beauté de Maï se cachait une vérité plus profonde, et que ce n'est pas la tentation qui perd les hommes, mais le silence autour des blessures qu'on ne guérit pas. Le soleil de Ngolu se levait chaque jour dans une lente danse dorée, caressant les toits de chaume et les visages encore endormis. Ce village ancien, bordé de manguiers et de collines rouges, vivait au rythme des saisons et des proverbes des anciens. Les rires des enfants s'entremêlaient au chant des oiseaux, tandis que les femmes, dès l'aube, tissaient des étoffes colorées en chantant des prières que même les esprits respectaient. Un matin, la poussière de la route principale souleva une silhouette inconnue. Elle marchait seule, droite comme une liane, vêtue d'un pagne noir brodé de fils d'argent. Ses pieds étaient nus, mais chaque pas résonnait comme celui d'un tambour de guerre. Les anciens se penchèrent sur leurs bâtons. Les mères serrèrent leurs enfants contre elles, et les hommes, eux, se figèrent. Cette femme, c'était Maï. Elle ne parlait pas. Elle souriait parfois, mais ses yeux disaient autre chose. Une douleur ancienne, enveloppée de mystère. Et pourtant, les hommes, un par un, semblaient perdre le sens de leurs pas. Les maris devenaient distraits, les jeunes pêcheurs oubliaient leurs filets, les réunions du conseil étaient de plus en plus silencieuses. Les femmes se demandaient si un sort avait été jeté ou si c'était simplement la faiblesse des cœurs. Maï n'invitait personne. Elle restait au seuil de sa case, ne demandait rien, n'offrait rien. Ce n'était pas elle qui séduisait, c'étaient les regards qu'on posait sur elle qui faisaient le reste. On disait que son silence chantait plus fort que les griots eux-mêmes. Face à cette désorganisation silencieuse, Mama Néné, la chef des femmes, convoqua les doyennes dans la case commune. Elles parlèrent à voix basse, jetant des graines dans le feu pour écouter la réponse des esprits. Mais aucun signe ne vint. C'est alors qu'elles décidèrent de laisser faire les jours, espérant que le vent de la sagesse souffle à nouveau sur le village. Mais dans l'ombre, un jeune homme observait. Kassa, fils de conteur et apprenti des paroles, savait que les grands désordres viennent souvent des douleurs enfouies. Il voyait dans le regard de Maï non pas la provocation, mais une profonde solitude. Et dans le murmure de ses pas, il entendait une histoire que personne n'avait osé raconter. Ce que le village ignorait, c'est que Kassa allait devenir le pont entre le chaos et la guérison. Car ceux qui écoutent avec le cœur peuvent entendre ce que les mots ne disent pas. Et parfois, c'est par la parole qu'on arrache les racines du mal. Maï vivait à la lisière du village dans une case aux murs peints de symboles anciens que seuls les initiés comprenaient. Ceux qui osaient s'approcher restaient souvent silencieux devant sa porte, comme figés par une force invisible. Elle ne les rejetait pas, mais ne les invitait jamais non plus. Le mystère autour d'elle avait commencé à faire naître des murmures entre les femmes, des inquiétudes chez les anciens et une tension sourde qui rongeait les racines mêmes de Ngolu. Un soir, alors que les étoiles dansaient au-dessus du grand baobab sacré, Kassa décida de s'approcher. Il ne portait ni offrande ni désir, juste sa voix et son écoute. Il dit « Je ne viens pas comme homme, mais comme conteur. Je n'ai rien à te prendre. Peut-être as-tu quelque chose à partager ?» Maï le regarda, longtemps, puis elle fit un signe vers un tabouret, et il s'assit. Ce soir-là, elle parla. Sa voix était rauque, comme celle de quelqu'un qui n'avait pas parlé depuis trop longtemps. Elle raconta son passé, non pas comme une plainte, mais comme une litanie. Fille de chasseur,
promise à un seigneur cruel dès l'enfance, mariée de force, battue, réduite au silence. Elle avait fui, marchant des jours, à travers les savanes, les villages, les rivières, jusqu'à Ngolou. Kassa ne jugea pas, il écouta. Quand elle eut terminé, il dit « Ton histoire est comme une chanson oubliée que les tambours doivent encore jouer. Elle n'est pas honteuse, elle est sacrée. » Et il se leva et s'en alla. Mais cette nuit-là, pour la première fois, Maï pleura. Au petit matin, Kassa convoqua les femmes du village sous le grand fromager. Pas pour accuser, mais pour raconter. Il raconta l'histoire de Maï, avec les mots des anciens, les symboles du vent, la musique des silences. Il transforma une douleur en récit, et les femmes écoutèrent. Mama Néné prit la parole en premier. Elle dit « Si une sœur souffre, ce n'est pas en l'isolant qu'on guérit. Nous devons reprendre les rites, nous devons l'inclure dans le cercle. » Alors, les femmes se rendirent une à une chez Maï, non pour demander des comptes, mais pour l'envelopper dans les tissus de la communauté. Elles lui apportèrent du manioc, des herbes de guérison, des chants de réconciliation. Puis, ensemble, elles relancèrent le rite du dogu, cérémonie de renaissance pour ceux dont les âmes ont erré. Maï se tint au centre du cercle, vêtue d'un pagne blanc. On l'aspergea d'eau bénie, on chantait, on dansait, et à chaque pas, elle devenait moins spectre, clusseur. Maï apprit à soigner par les plantes, à consoler par les mots, à guider par l'exemple. Elle devint protectrice des jeunes filles blessées. Le mal qui s'était glissé dans Ngolou se dissipa peu à peu, comme la brume au lever du soleil. Les hommes, eux, ne savaient pas comment revenir. Ceux qui s'étaient égarés dans leurs désirs avaient honte. Mais Kassa convoqua un palabre des frères. Et là, il leur raconta la même histoire, non pas pour blâmer, mais pour éclairer. Il dit « Nous avons confondu beauté et pouvoir, silence et mystère. Nous avons vu une femme comme un objet et non comme une histoire. » Le plus ancien des hommes, Tamba, se leva. « Nous avons agi sans sagesse, que les esprits nous pardonnent et que la terre nous accepte encore. » Alors chaque homme alla voir sa femme, son enfant, son champ, et à genoux, il demanda pardon. Et les femmes, ayant entendu le récit de Maï, pardonnèrent. Le village organisa une grande fête, non pas de retour mais de renaissance. Les tambours parlèrent comme jamais, les masques dansèrent, les enfants rirent, les vieux pleurèrent doucement. Maï marcha au milieu du village, et les gens la saluaient non avec crainte, mais avec respect. On l'appelait désormais mère de la pluie, car quand elle parlait, même le ciel s'apaisait. Chaque année, Ngolou célèbre la Nuit de la Fleur, où l'on raconte l'histoire de Maï autour du feu. Les enfants l'écoutent les yeux grands ouverts, et les anciens murmurent. C'est dans les cendres que renaît le feu. Maï n'est plus une étrangère, elle est devenue légende. La leçon que le village retient est simple. Ceux qui blessent ne sont pas toujours mauvais, et ceux qu'on juge peuvent parfois être nos guides. Et ainsi, la fleur de minuit a fleuri, non dans le désir, mais dans la guérison.